Culture Soccer. Bonjour, nous voilà de retour pour un nouveau podcast de CS à l'érable. On est revenu très près et en forme des vacances ou des fêtes de Noël et du Nouvel An ou de toutes les fêtes que vous voulez fêter. On a pris 2 semaines de congé. On s'est dit en premier on vous avait dit qu'on allait prendre 1 semaine de congé. Finalement, on a prolongé le plaisir un peu plus. Et voilà, donc comme d'habitude, je suis rejoint par mon acolyte, mon cher ami, mon collègue, Monsieur Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien, merci Hedy pour cette première de 2020. Ouais, 2020, ça passe vite, sérieusement. Là, dans ma tête, on est encore en 2010, mais bon. On est en 2020, il faut s'habituer à ça. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, bon, vu qu'on va parler principalement d'un sujet quand même assez intéressant qui est l'équipe nationale canadienne. Ça va être le sujet intéressant. Après, on a une autre partie du podcast où on va parler un peu de Football Manager et la CanPL dans le Football Manager. Vu qu'on voulait parler de l'équipe nationale, on s'est dit on va inviter un de nos collaborateurs sur Culture Soccer, Alex Rupert. Salut Alex, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Ben écoute, on est très, très excités à pouvoir parler de notre équipe nationale parce qu'il y a énormément de choses à dire et je pense que c'est très excitant, non seulement pour le soccer canadien, mais aussi pour la CanPL, n'est-ce pas, Alex? Oui, c'est excellent parce que grâce à notre nouvelle ligue, on va pouvoir directement contribuer aux qualifications pour les Jeux olympiques de 2020. Donc, je suis très excité de parler de ça avec vous aujourd'hui. Exactement. Et puis, Daniel, bien évidemment, c'est sûr, tu auras aussi ton mot à dire, je pense, sur tout ça. Il y a aussi, bien évidemment, on va parler des Jeux Olympiques, du tirage au sort qui vient tout juste se dérouler. Il y a à peine une demi-heure. On est aujourd'hui le 9 janvier. On est en train d'enregistrer le 9 janvier. Il est très tard le soir. Ben, très tard. Il est 9 h le soir. Et on a vu le tirage au sort. On vient juste de le finir. C'est pour ça qu'on voulait enregistrer juste après à chaud parce qu'on voulait parler de ça. Daniel, en général, ben, vu qu'on vient juste de le voir et c'est encore frais dans notre tête. Parle-moi un peu de ce tournoi olympique de Canada Soccer. On sait très bien que, comme l'a dit Alex, il va y avoir, bien évidemment, je pense, une forte présence de CanPL. Parle-moi un peu de ce que tu penses. Est-ce que la CanPL va jouer un gros rôle par rapport à ce tournoi olympique? Sans vraiment rentrer dans le tirage au sort, on va en parler un peu plus tard. Bien, avant de parler du tournoi olympique, il faut parler des qualifications. Donc, moi, je pense qu'il y a un vivier intéressant de joueurs. Pour nos auditeurs, juste rappeler que les Jeux olympiques, c'est pour les joueurs U23. Et on a vu qu'avec les minutes pour les joueurs U21, il y a quand même beaucoup de Canadiens qui ont bénéficié d'un temps de jeu conséquent dans la Canadian Premier League en 2019 et ça risque d'être le cas en 2020 également. Donc, il est incontestable qu'il y aura un vivier de joueurs qui pourra sortir de la ligue. Après, pour ceux qui ont écouté l'émission d'avant-tirage de One Soccer, eh bien, dans leur 11 partants, ils ont juste mis un joueur de la ligue. Donc, j'étais un peu déçu. Mais de toute façon, une équipe, c'est pas juste 11 joueurs. Là. Il y aura plusieurs matchs. Donc, il y a moyen d'avoir des joueurs qui vont se démarquer. Là. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'Alex, lui, a écrit un article là-dessus sur notre site, donc il connaît très bien le sujet. Oui, ben c'est ça, je voulais en parler avec Alex et bien évidemment, je vous conseille très, très fortement d'aller lire l'article d'Alex Rupert sur culturesoccer.com, le rêve olympique de la Première Ligue canadienne, très bien détaillé, très bien écrit. Alex, ben déjà, bien évidemment, c'est sûr, parle-nous un peu de ton article. Est-ce que les choses ont changé depuis le temps où tu l'as écrit? Il faut pas oublier que cet article-là, ben, il est sorti déjà depuis une vingtaine de jours, donc en fait, il a été écrit il y a peut-être 1 mois déjà. Donc, est-ce que ton opinion a changé sur certains joueurs que tu as nommés depuis ce temps-là? Non, pas vraiment, parce que comme Daniel disait, c'est sûr que One Soccer qui donne leurs 11 partants avec très peu de présence CanPL, c'est un peu décevant, mais il faut aussi comprendre que ce que la CanPL amène au programme U23, c'est énormément de profondeur, puis c'est une profondeur qu'on n'avait vraiment pas avant. Donc, l'autre chose que j'avais aussi mentionné dans mon article, c'est que Mauro Biello, il s'était engagé à vraiment chercher partout, puis vraiment aller partout à travers le monde, regarder dans les autres ligues pour amener du talent. Donc ça pourrait expliquer pourquoi
on voit une forte présence de joueurs canadiens qui évoluent hors de la CanPL dans leurs 11 partants pour le One Soccer. Et il ne faudrait pas s'étonner si ce serait comme ça dans quelques matchs de qualification. Mais encore, c'est les joueurs que j'avais parlé dans mon article, ça reste tout aussi pertinent parce que tu peux toujours te rabattre sur les joueurs de CanPL. Et surtout, ce qui est important à se souvenir, c'est que dans les années passées, quand on n'avait pas de ligue, on n'avait pas vraiment de joueurs qui jouaient au niveau pro à chaque semaine et qui accumulaient des minutes. C'était soit des joueurs qui étaient sur le banc ou qui jouaient dans des académies ou qui jouaient semi-pro, puis on les appelait, puis on avait quelques perles rares par-ci, par-là. Mais maintenant, grâce à la CanPL, tu as des joueurs, comme dans mon article, juste Pacifique, c'était presque 20 000 minutes que je pense au niveau pro à jouer contre des hommes. Puis on a quand même importé des internationaux qui avaient beaucoup d'expérience et des jeunes comme Easton Ongaro, puis notre Hulk national Campbell qui a été capable de vraiment s'imposer. Et ça, c'est un atout indéniable. Puis bien sûr, on va discuter du tirage et comment ça pourrait entrer en ligne de jeu. Oui, effectivement, mais avant de faire ça, j'aimerais juste un peu expliquer à nos auditeurs ce qui va se passer. Daniel l'a brièvement expliqué. C'est sûr qu'il y a un tournoi olympique. Le tournoi olympique, il va se dérouler à partir du 20 mars jusqu'à début avril. Un tournoi de qualification. Effectivement, le tournoi de qualification. Excuse-moi, je ne l'ai pas précisé. Tu as complètement raison de me corriger. Tournoi de qualification olympique dans la région CONCACAF. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux équipes nationales qui vont se qualifier. Daniel et Alex l'ont précisé que c'est effectivement des joueurs de moins de 23 ans. Donc, il y a plein de joueurs que vous connaissez qui ne seront pas éligibles. Il faut faire attention à ça. Il y a d'autres joueurs qui ne seront pas sélectionnés parce qu'ils jouent en Europe dans les plus grands clubs. Donc, je doute très, très fort, par exemple, qu'un joueur comme Alphonso Davies soit choisi. Bref, on en parlera un peu plus tard. Mais aussi, il faut mentionner qu'il y a deux équipes qui se qualifient. Donc, ça veut dire que, comment ça se passe? Il y a deux groupes qui ont été déjà, on a vu le tirage au sort dernièrement. De ces deux groupes-là, il va y avoir 3 matchs pour chaque équipe. Donc, ce n'est pas des matchs aller-retour. Il faut faire attention. Donc, il y aura 3 matchs pour chaque équipe. Et puis, les deux vainqueurs les deux premiers de chaque groupe, c'est 2 groupes de 4, les 2 premiers de chaque groupe vont se retrouver en demi-finale. Les 2 vainqueurs de cette demi-finale-là, aussi sur un match et non pas sur un match aller-retour, vont à ce moment-là se rencontrer pour jouer une finale. Les 2 finalistes sont qualifiés pour le tournoi final olympique. Donc, voilà comment les qualifications vont se jouer. C'est quand même très intéressant tout ça. Déjà, allons voir un peu, on va parler un peu du tirage et comme ça, on va parler un peu des chances du Canada. On va commencer par parler un peu des joueurs qui pourraient être choisis parce qu'on a parlé de quelques joueurs de la CanPL. J'aimerais parler un peu, pour ceux qui sont en train de regarder un peu ce qui se passe dans le soccer canadien. Il y a le camp d'entraînement maintenant de l'équipe nationale canadienne. Il y a plusieurs joueurs qui sont éligibles pour ce tournoi qualificatif olympique de la CONCACAF qui font partie de ce programme-là, de ce camp d'entraînement-là. Je veux juste les nommer rapidement et je veux avoir votre avis là-dessus. En premier, il y a Theo Bair des Whitecaps de Vancouver qui sera disponible, bien évidemment, qui a fait une très bonne première saison en carrière en MLS en 2019. On a Zoran Bassang, c'est un de ces joueurs-là dont Alex Rupert a parlé, que Maurice Pello a pisté, qui joue au Club Bruges en Belgique, bien évidemment. Et oui, il est québécois d'ailleurs. Il a vécu, je crois qu'il est né en Ontario, il a vécu au Québec, il a joué même il a joué à Longueuil, oui, effectivement. Oui, il a joué à Longueuil en PLSQ. On a Tristan Borges, bien évidemment, on le connaît tous de Forge FC. On a Charles-Andreas Briem. Briem, lui, il joue en Portugal, au Belenenses, donc aussi un des joueurs repérés par Biello, je suppose. Et formé à l'Impact de Montréal. Formé à l'Impact de Montréal. Tu as Derek Cornelius qui joue aussi avec les Whitecaps, qui fait partie de l'équipe senior, qui sera disponible, tout comme Liam Fraser qui joue avec Toronto, qui sera disponible. On a notre ami, enfin pas le mien, mais l'ami de beaucoup de personnes, à part moi, Marcus Godinho, qui sera disponible, bien évidemment, le latéral droit que j'aime pas beaucoup, qui joue je pense en Hollande, aux Pays-Bas, à Zwickau.
si je me trompe. Ah, ou bien non, en Allemagne, pardon. Non, il En joue en Allemagne. Allemagne. Ouais, c'est ça, en Allemagne, effectivement. On a après Kamal Miller, qui joue à Orlando City. Jaden Nelson, qui joue dans l'équipe réserve de Toronto. Noble Okello, qui joue aussi dans l'équipe réserve de Toronto et parfois avec les seniors. James Pantemis, qui est le troisième gardien de l'Impact de Montréal. Jacob Schaffelberg, qui a fait une très, très, très bonne saison avec Toronto l'année passée en MLS. Shami Chom de l'Impact de Montréal. Bref, tous ces joueurs-là. On commence par Daniel cette fois-ci. Tu penses quoi de ces joueurs-là qui sont sélectionnés pour ce camp d'entraînement ici au mois de janvier, qui pourrait faire partie de la liste olympique? Enfin, la liste du tournoi qualificatif olympique. Moi, je pense qu'il y en a qui ont été choisis exprès pour se préparer pour le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. Comme j'oublie toujours son nom, là, le joueur de Toronto FC qui joue même pas dans l'équipe première. Lui, c'est clair qu'il a été appelé pour ça. Jaden Nelson? Oui, voilà. De l'attaquant? Oui, de Jaden Nelson, oui, effectivement. C'est le genre de joueur qui a été appelé en prévision du tournoi olympique. Il y en a d'autres comme Brim et Bassong. Eux, il y en a qui croient que c'était en partie pour éviter qu'ils soient sollicités par d'autres équipes nationales. Et aussi pour prendre de leurs nouvelles, parce qu'il faut pas oublier que les joueurs qui sont moins appelés avec l'équipe nationale, c'est bon de les appeler une fois de temps en temps pour voir leur niveau. Donc, moi, je pense qu'il y avait un peu de tout, là, de tester des nouveaux joueurs, de préparer pour le tournoi olympique, de tournoi de qualification olympique. Donc, c'était des choix légitimes. Là. Après ça, c'est sûr que j'aurais aimé ça plus de joueurs de Canadian Premier League. Mais qui suis-je pour... surtout Zater, que j'étais surpris qu'il n'ait pas été appelé. Je crois que lui, il n'est pas U23 par contre. Mais je trouvais ça particulier qu'il a été appelé pour le dernier rassemblement, alors qu'il y avait les gars, la plupart des réguliers. Et là, maintenant, qu'il y avait beaucoup d'absents, on l'a pas appelé, on a appelé Godinho. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été appelés et qui auraient pu être Zater appelés. a 25 ans. Zater a 26 ans. Il aurait pas pu être... pour le tournoi de qualification olympique, effectivement. Il y aurait aussi Zachary Bourguillard qui n'a pas été appelé, par exemple, un joueur aussi sur qui on pourrait compter, qui est à l'Olympique Lyonnais, qui a été prêté à l'Impact l'année passée. Toi, Alex, tu penses quoi de ces joueurs-là qui ont été choisis? Donne-nous de ton avis. Est-ce que tu penses que ces joueurs-là ont été choisis pour la plupart pour représenter le Canada pour le tournoi qualificatif olympique de la CONCACAF? Sans aucun doute, parce qu'il y avait des rumeurs avant les fêtes que Soccer Canada voulait organiser un camp pour les U23 parce que les Américains ont déjà pris de l'avance puis eux, ils ont organisé leur camp. Donc, sauf que là, on est pris dans notre petit problème où est-ce qu'on doit essayer de rattraper le Salvador au classement pour les qualificatifs de la Coupe du Monde. Donc, je pense que ce que Soccer Canada a fait, c'est qu'ils en ont profité pour combiner un peu les deux. Donc, c'est sûr, quand tu affrontes une équipe comme la Barbade et ensuite tu vas affronter l'Islande, mais tu en profites pour donner du temps de jeu à tes jeunes et voir de quoi ils sont faits. Puis, comme ça, tu les rentres dans l'élément de l'équipe nationale parce qu'il ne faut pas oublier que Mauro Biello, qui est l'entraîneur-chef des U23, mais c'est l'assistant pour l'équipe senior. Donc, c'est bon d'avoir cette transition entre les deux niveaux. C'est sûr que sans aucun doute, moi là-dedans, je vois que c'est vraiment un mix. Ils ont combiné les deux camps et c'est dur de dire que c'est pas... Je pense pas que c'est une mauvaise idée. C'est sûr que ça donne de la bonne expérience pour les plus jeunes qui jouent avec les gars plus seniors. Et si on regarde les noms, comme Daniel il disait, c'est sûr que c'est un peu dommage que il y a des joueurs de CanPL que j'aurais pu voir comme les milieux de terrain du Pacifique. Ouais. Mais dans l'ensemble, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est des gars comme Tyron Campbell, puis Ongaro, qui n'ont pas été appelés, mais ça reste à voir. Ça reste à voir qui on va sélectionner pour les débuts des qualifications pour le tournoi olympique. Mais pour l'instant, je comprends la décision. Ouais. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on sera en pleine saison MLS aussi. Hein. Il n'y a pas de fenêtre FIFA. À propos de ça, ça ne comptera pas pour les classements FIFA. Il faut le préciser. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais je veux le repréciser. Ça ne comptera pas ces matchs-là, vu que c'est les U23. Ça ne comptera pas pour les points FIFA, pour le classement FIFA, pour la qualification en Coupe du Monde. Donc, ça ne compte pas du tout. Et les clubs ne sont pas obligés de relâcher les joueurs, de laisser les joueurs participer aux compétitions. Merci de le préciser, Daniel. Donc, ce qui veut dire que des joueurs comme Derek
Cornelius, qui est presque titulaire à Vancouver. Je doute qu'il soit là. Bref, il y a plein de joueurs qui pourraient ne pas être laissés à Mauro Biello pour ce tournoi qualificatif olympique. D'ailleurs, est-ce que ça a été confirmé pour Biello? Parce que je me rappelle que l'émission One Soccer, il précisait, il montrait des entraîneurs potentiels. Donc, c'était un peu ambigu, là. Non, en fait, il disait que après Herdman, en fait. Il parlait d'après Herdman, comme quoi, ça c'est avant le tirage au sort, on va en revenir un peu plus tard, mais après Herdman, il disait comme quoi la CanPL pourrait être fournisseur d'un nouveau coach de l'équipe nationale dans le futur. Et il parlait des coachs de CanPL. C'était juste pour ça. Bref, on va parler un peu plus tard du camp d'entraînement qui est en train de se passer maintenant, parce qu'il y a eu des matchs. Alex a brièvement mentionné le match déjà joué contre la Barbade, ainsi que les prochains matchs, un deuxième match contre la Barbade et un match contre l'Islande. On va en parler un peu plus tard, mais continuons un peu sur ce tournoi olympique-là, un tournoi qualificatif olympique. Je vais le répéter à chaque fois parce que Daniel va me corriger sinon. Donc, tournoi qualificatif olympique de la CONCACAF. On a eu le tirage au sort, OK? J'aimerais qu'on parle de ce tirage au sort parce que il y avait beaucoup de dangers. C'était un tirage de tous les dangers parce que le Canada aurait pu se retrouver avec des équipes quand même très fortes, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en fait, le Canada se retrouvait dans le deuxième pot, donc avec les États-Unis. Le pot numéro 1, les deux têtes de série, c'était le Mexique et le Honduras. Le pot 3, c'était Costa Rica, El Salvador. Et le pot 4, c'était la République dominicaine et Haïti. Donc, par exemple, le Canada aurait pu se trouver dans un groupe avec le Mexique, le Costa Rica et Haïti, ce qui aurait été un groupe de la mort vraiment très compliqué. Finalement, le tirage s'est annoncé très clément. Vraiment très clément pour le Canada, je trouve. Honduras, Canada, Salvador, Haïti, tandis que l'autre groupe, ce sera Mexique, États-Unis, Costa Rica, République dominicaine. Mon cher Alex, cette fois, on commence par toi. Parle-moi un peu de ce tirage. Est-ce que tu es content? Moi, très sincèrement, je suis très content du tirage. Toi, tu penses quoi de ce tirage-là? Très satisfait du tirage parce que c'est sûr, il y a du monde il y a des analystes qui disaient, mais si on gagne le groupe, c'est sûr qu'on va jouer soit contre le Mexique ou les États-Unis, qui sont les deux plus forts parmi les 8 équipes, sans aucun doute. Mais quand on regarde le groupe A, Mexique, États-Unis, Costa Rica, ça va être très difficile parce que je pense qu'ils jouent pas mal de matchs en très peu de temps, sur une courte période. Donc, peut-être qu'ils vont arriver en demi-finale, puis ils n'auront pas grand-chose. Ils n'auront pas beaucoup d'énergie pour affronter une équipe comme le Canada je dis pas que ça va être vraiment facile, mais je pense qu'on risque d'être plus redoutable qu'on a été dans le passé, puis on pourrait se servir du momentum pour transporter ça en demi-finale. Puis je reviens aussi au point où est-ce que je disais que quand tu amènes grâce à la CanPL, tu as cette nouvelle profondeur que tu n'avais pas avant. Fait que tu peux mieux gérer tes minutes. Et dépendamment contre qui tu joues, comme le Salvador ou le Honduras, c'est sûr qu'ils vont faire un peu de dépistage pour voir où les joueurs jouent et c'est quoi leur niveau. Donc, ça te donne la chance de reposer tes meilleurs éléments puis les garder frais et dispo pour ta demi-finale, soit contre le Mexique ou soit contre les États-Unis, mais je m'attends vraiment à ce que le Canada gagne le groupe B. Et au niveau de la profondeur, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'aime bien que tu le mentionnes, on a surtout des profils très différents. Chose qu'on n'avait pas avant. Tu sais, avant, on avait des profils assez limités. Tu sais, même, regarde, surtout en attaque, on a autant des attaquants costauds comme Terran Campbell, qu'un grand Peter Crouch comme Easton Ongaro, que des joueurs plus techniques, rapides. Ça, c'est vraiment apprécié, là. Tu as surtout cette chimie, comme je l'avais mentionné dans l'article, c'est si tu amènes 1 ou 2 ou 3 éléments du milieu de terrain du Pacifique, puis tu vas jumeler ça avec Terran Campbell, mais tu as déjà cette chimie parmi ces joueurs qui va vraiment t'aider à avancer et à mieux contrôler ton match et rendre ça plus facile pour l'équipe en général. Exact, ça va être très intéressant de voir tout ça. Tu parlais de profil, Daniel, et tu as bien fait de le mentionner. Tu as parlé des joueurs physiques, mais tu as les joueurs rapides comme Jayden Nelson que j'ai vu jouer à la Coupe du Monde de U17, qui s'est joué cet été, où le Canada n'a pas très bien fait, mais n'empêche, c'est un attaquant quand même assez intéressant. Il pourrait y avoir aussi d'autres joueurs comme Réa, l'attaquant de l'Académie de l'Impact de Montréal, qui pourrait faire qui pourrait être choisi aussi. Bref, on parle aussi
aussi, bien évidemment, très souvent des joueurs de CanPL, mais il y a des joueurs des académies qui peuvent être quand même très, très bons aussi. Donc, ce sera intéressant de voir les choix de Mauro Biello par rapport à tout ça. Mais revenons au groupe. Tu as donné ton avis, toi, Alex, en disant que le Canada devrait finir premier du groupe. J'aimerais juste mentionner, avant de prendre l'avis de Daniel, je vais en parler moi aussi et je vais donner mon avis après coup, mais j'aimerais juste mentionner qu'il ne faut pas oublier que il faut enlever tout ce qu'on connaît des équipes seniors. On est au U23. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que le Mexique est 100% va finir premier, même s'ils ont un avantage quand même assez important vu qu'ils vont recevoir 2 matchs alors qu'ils vont se déplacer sur un seul match. Tandis que les autres, sur les autres matchs, ce sera, en tout cas, ils vont recevoir les 3 matchs en fait, parce qu'ils vont se jouer tous au Mexique. Le Mexique, donc ils ont l'avantage du terrain. Sauf que ça va être compliqué en U23. C'est pas les mêmes joueurs, hein, donc faut faire attention à ce qu'on pense savoir parce que à ce niveau-là, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, t'en penses quoi, toi, Daniel? Est-ce que tu penses aussi que le Canada pourrait passer premier de ce groupe-là? Ben, il y a des chances là. Comme le problème, c'est que je vais pas mentir, là, je connais pas assez bien les effectifs pour dire qui est U23, qui ne l'est pas. Et en plus, il y a le fait que faut que les clubs libèrent les joueurs et au mois de mars, les ligues d'Amérique latine risquent de jouer. Et ça, c'est un avantage que la Canadian Premier League a, c'est que les joueurs n'auront pas à être libérés. Ben, la ligue n'aura pas commencé, donc ce sera les camps d'entraînement qui risquent de commencer. Il y a beaucoup plus moyen de s'arranger que pour des championnats qui sont en train de rouler. Donc, je pense que ça, c'est un avantage considérable. Après ça, le fait de, comme l'a dit Alex, c'est que on se dit qu'on est chanceux de pas être tombé avec les États-Unis ou le Mexique, mais le problème, c'est après, c'est qu'il va falloir être affronté en demi-finale, probablement. Et après ça, c'est les 2 finalistes qui se rendent, comment dire, en finale et qui se qualifient à Tokyo. Oui, c'est les 2 finalistes qui se rendent à Tokyo. Donc, c'est sûr que là, vu de même, on se rend compte que si les 2 se terminent premier de leur groupe, et après ça, ils doivent gagner les demi-finales chacun de leur bord, et après, ils sont qualifiés à Tokyo. Mais ça veut pas dire qu'ils vont les gagner facilement, les demi-finales non plus, là. C'est s'ils tombent contre le Canada, ou une bonne équipe d'Haïti, ou du Honduras, ou du Costa Rica, donc c'est pas impossible que ça soit, comment dire, que ça soit difficile, là. Ouais, effectivement. En tout cas, ça va être compliqué. Une chose qui est sûre, je suis pas non plus expert par rapport aux U23 de El Salvador, du Honduras ou de Haïti, qui sont les 3 équipes contre qui on va jouer. Je pense aussi que le Canada a de grandes chances de finir premier. Par contre, ce sera très compliqué. Il faut pas oublier que tout se joue au Mexique, donc c'est sûr que ce sera très souvent, on s'entend que c'est l'équipe U23 du Canada, même chose pour le Honduras, le Salvador et Haïti. Très souvent, le stade va être vide à Guadalajara. Donc, ce qui veut dire, je connais pas très bien. La seule chose, c'est que je sais que le Honduras a beaucoup de mal avec une nouvelle génération. On l'a vu déjà lors de la Gold Cup où on avait une génération quand même, il y avait très peu de jeunes joueurs. Donc, ça va être difficile pour le Honduras. Ils ont du mal à renouveler la génération d'or qu'ils avaient eue, qui s'était qualifiée en Coupe du Monde. Pour El Salvador, c'est une équipe très défensive. Il y a des possibilités qu'ils puissent trouver des joueurs, mais je les connais pas du tout. Pour Haïti, beaucoup de joueurs du championnat local, lors des dernières sélections U23 de Haïti, on a juste quelques joueurs qui jouent en Europe, 3 joueurs qui jouent en Europe qui ont été appelés dernièrement. On parle d'un joueur au Portugal, 2 joueurs au Portugal et un qui joue en France à Blois, donc quand même un échelon assez bas. Mais n'empêche, ça va pas être, on n'a pas de gros noms qui vont venir, des joueurs, par exemple, il y a un seul joueur à Haïti qui joue en MLS, par exemple, c'est Zachary Erivo qui faisait déjà partie de la Gold Cup. Donc bref, sur papier, ça a l'air que le Canada a un certain avantage. Après, bon, ça peut être le nationaliste en moi qui parle, mais n'empêche, ça a l'air d'être, si le Canada est sérieux et si la préparation est bien faite, il y a des possibilités pour le Canada de finir premier. Quelque chose à ajouter sur ce côté-là, Alex? Pas vraiment. C'est juste encore amplifier le fait que, comme tu le mentionnais, on connaît pas beaucoup les joueurs dans les autres équipes.
Mais c'est sûr que ces joueurs-là, c'est quand même des pays qui ont une vraie pyramide. Fait que Ouais. si tu as des joueurs qui jouent pas dans la première division, mais c'est sûr qu'ils vont trouver du temps de jeu, soit en deuxième. C'est sûr c'est des joueurs qui jouent tout le temps, puis ça nous a toujours fait mal dans les tournois U20 ou U17 dans le passé. Mais c'est la première fois qu'on risque d'être, je dirais pas à niveau, parce que c'est juste la première année de la CanPL, mais on va être beaucoup plus coriace que dans le Ben passé. oui. Puis nos joueurs vont être beaucoup mieux préparés, puis je pense qu'on risque de se faire sous-estimer. Exactement, et j'aimerais préciser, on a des joueurs qui ont, grâce à la CanPL, des joueurs qui ont joué l'année passée à un niveau quand même assez correct. On a déjà mentionné comme quoi la CanPL, dans notre podcast CS à l'érable, la CanPL était au niveau de la USL. Quand je vois les autres équipes, ils ont un joueur qui a joué en USL dans chacune des autres équipes, en tout cas sur les dernières sélections. Donc bref, ça a quand même été un bon niveau. Si je vais regarder, par exemple, le championnat salvadorien, les joueurs de moins de 23 ans, peut-être qu'ils jouent ils jouent en deuxième division salvadorienne. Même chose pour Haïti ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas comme si c'était des clubs de première division et même de leur championnat local. La première division, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc, on l'a vu avec le Forge FC en CONCACAF League. C'est non plus, la Canadian Premier League peut bientôt dépasser pas mal d'équipes de la zone CONCACAF, là, pas mal de ligues de la zone CONCACAF là, d'ici quelques années. C'est pas inatteignable, à part la Ligue nord-américaine de la MLS, de la Ligue AMX. Le reste, c'est pas. Il y a beaucoup de ligues où c'est pas tout professionnel. Il y a beaucoup de ligues où les joueurs sont pas tout le temps payés. Donc, c'est pas impossible que la Canadian Premier League puisse devenir dans le top 5 CONCACAF ou même le top 3. Exactement. Donc, je veux juste donner les dates parce que c'est sorti, Oui, les dates merci. des matchs pour le Canada. Donc, Canada-Honduras, ça se jouera le 21 mars 2020. Haïti-Canada, ça se jouera le 24 mars 2020. Et puis Canada-El Salvador le 21 mars, le 24 mars, Haïti-Canada, puis le 27 mars, Honduras-Canada. Voilà, c'est les 3 matchs de l'équipe nationale canadienne. Puis dépendamment s'ils sont premiers ou deuxièmes de ce groupe-là, si jamais ils sont premiers ou deuxièmes, s'ils finissent dans les 2 premiers, les demi-finales se joueront le 30 mars et la finale le 1er avril. Donc, on espère d'avoir un bon poisson d'avril avec le Canada champion de ce tournoi. Mais bon, on verra par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est par rapport à... Juste pour nos auditeurs qui sont intéressés de suivre le tournoi, il va être diffusé sur One Soccer. Parfait. Je sais pas si une chaîne de télévision va acheter les droits, mais au moins One Soccer va le diffuser. Je crois qu'on va diffuser aussi le tournoi féminin, là, mais ça, on en reparlera quand on aura le tirage. Je vais vous dire quelque chose. Je suis pas un employé de One Soccer. Je suis pas du tout employé de One Soccer. Mais je peux vous dire, à mon avis, moi, j'ai pris l'abonnement d'1 an. Puis ça vaut vraiment la peine d'avoir cet abonnement-là, juste pour les matchs de l'équipe nationale, juste pour les petits commentaires qu'il y a à droite et à gauche, les matchs de CanPL, plus les matchs, par exemple, du tournoi qualificatif olympique. Je trouve que ça vaut déjà. Moi, je suis déjà rentré dans mon argent. Ça, c'est mon avis à moi. Moi aussi, mais il y a aussi pour les infos, il y a tous les matchs de la CONCACAF League, pas juste ceux du Canada. Aussi, effectivement. Il y a même maintenant d'autres contenus. Il y a la Ligue chinoise, il y a la Ligue mexicaine, il y a la Ligue féminine espagnole. Et il pourrait y avoir d'autres choses aussi dans le futur. Hein? Exactement, c'est ce qu'ils disent. Là. J'espère bien que ça va se concrétiser puisque Mediapro a quand même beaucoup de contenu à travers le monde. Et si il y a personne qui a les droits au Canada, ben ça leur coûtera pas grand-chose de nous le montrer. S'ils font pas comme une grosse émission et tout, comme la CONCACAF League, les matchs hors Canada, ils font juste diffuser le match, puis c'est tout. Là. Il n'y a pas un gros effort. Attendez-vous pas. Si vous regardez Barbade contre Haïti, vous n'avez pas de commentaires. De commentaires ou quoi que ce soit. Mais même s'il n'y a pas de commentaires, je trouve que c'est déjà bien de pouvoir avoir accès à ces matchs-là, n'est-ce pas, Alex? Bien sûr. Oui, tout à fait. Puis, il y avait même des rumeurs, c'est pas confirmé, mais il y aurait, selon des informateurs, One Soccer aurait peut-être mis la main sur les droits de la Gold Cup pour les 2 prochains, pour le 2021 et 2023, mais c'est pas encore confirmé. Ah oui, c'est vrai, merci de le rappeler, c'est vrai, je l'avais vu aussi, ça serait vraiment bien.
Ah, ce serait excellent. Surtout diffuser tous les matchs, pas juste être dépendant de ce que les câbleaux distributeurs nous donnent, parce que ce serait Canada puis les matchs plus prolifiques, mais au moins on aurait tout. Ouais. Honnêtement, c'est ce qui est bien avec les services de diffusion, tu sais, de streaming. Le bon côté, c'est qu'on a accès à tout. Le mauvais côté, c'est quand, tu sais, on a, tu sais, il faut avoir une télé intelligente. C'est plus difficile de faire retourner en arrière que quand on est dans notre télé. T'as pas vraiment besoin de télé intelligente parce que sur ton téléphone, tu peux toujours caster, acheter un Chromecast à 30$, 40$, et puis caster sur ta télé, ça se fait assez facilement. Ouais. Hein, donc, Non, non, il faut voir du bon 4K aussi, là. pas vraiment Mais, besoin de 4K, comme je l'ai dit, tu castes. Donc, en ouais. castant, tu as besoin d'un Chromecast ou bien de n'importe quel appareil sur lequel tu peux caster de ton téléphone, tu peux caster. Donc, ça se fait de nos jours. Il faut juste être au courant d'un peu des technologies et puis il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment pas très difficile de caster une chose sur un écran. Donc, c'est ça, plus vraiment besoin d'une télé intelligente. Je pense que c'est une, c'est une techno, ben, on va pas parler de ça, là, mais c'est quand même une techno qui n'a pas duré longtemps, selon moi. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Donc voilà, par rapport à ce tournoi qualificatif olympique de la région CONCACAF, on va passer, on a dit qu'on allait parler un peu plus tard et c'est le temps maintenant de parler de ce camp d'entraînement-là en janvier. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas disponibles pour ce camp-là, des joueurs qui ont décidé de ne pas y participer, comme notre cher Balou Tabla qui était plus intéressé à porter le maillot de Toronto en faisant son échauffement. Et il y en a d'autres que les clubs n'ont pas libérés ou bien ont conseillé de ne pas libérer. Je parle par exemple d'Anthony Jackson-Hamel qui a été sélectionné, sauf que l'Impact de Montréal l'a fortement conseillé de ne pas accepter l'invitation, puis il a suivi les recommandations de son club. J'aimerais parler de ce groupe-là qui a été choisi. Il y a beaucoup de joueurs, on a parlé des jeunes joueurs, je veux parler un peu des autres. Il y a plusieurs joueurs de CanPL. Je vais te laisser en parler un peu, Alex. Parle-moi de ces joueurs-là de CanPL qui ont été choisis par John Herdman pour ce camp d'entraînement de janvier. Oui, ben, on va commencer par le joueur par excellence, qui est Tristan Borges. Oui. Donc, ça va être sa première apparition pour l'équipe senior nationale. Donc, ça va être très intéressant de le voir performer parmi ce groupe et voir. On sait qu'il est de très bon niveau, mais c'est sûr qu'on est très curieux de le voir performer à l'équipe senior. Je m'attends quand même à le voir plus contre la Barbade que contre l'Islande. Parce qu'on a quand même eu une bonne mesure de ce que la Barbade pouvait apporter comme challenge. Donc, je m'attends aussi à une rotation de l'effectif. En défense, on a Amer Didic de FC Edmonton. C'est sûr que ça surprend un peu que Dominique Zator soit pas là, mais Didic, il a quand même joué défenseur central toute l'année, pendant que Zator il avait été déplacé en latéral à droite et Ouais, mais Zator avait été appelé le dernier match, pardon de Didic aussi. Didic après Zator. Didic, il a été appelé avant Zator, mais Zator, quand il a été appelé, c'était en tant que défenseur droit. Et là, on a rappelé Godinho. C'est pour ça que c'était un peu questionnable, mais en tout cas. On va en parler de Godinho. Crois-moi, j'ai eu un bon 5 minutes sur Godinho, moi. Mais on va laisser continuer Alex avec le reste des joueurs de CanPL. Pardon. Puis ce qui est bon, ben Didic, il y a beaucoup de monde qui disent, ben comment ça, Didic? Mais quand on regarde les matchs de FC Edmonton, puis c'était pas vraiment une équipe qui était très constante, puis plutôt ordinaire, mais il a quand même été capable de vraiment se démarquer par son jeu. Il est solide, il est physique, très difficile à battre. Donc, s'il peut se démarquer comme ça dans une équipe plutôt moyenne, donc il vaut la peine d'être appelé parce que c'est des qualités qui nous manquent, surtout en défense centrale. Puis bien sûr, on a le gardien, Marco Carducci, qui est le gardien par excellence de la Ligue. Donc, aucune surprise qu'il soit rappelé. Je m'attends même à ce qu'il débute un des matchs, soit contre l'Islande ou plus probablement la Barbade aussi. Parfait. J'aimerais un peu parler, on en a parlé, j'en ai parlé ici dans CSA l'érable et j'aimerais reparler de ça. J'en avais parlé qu'à un moment donné, ça suffit. John Herdman devrait comprendre qu'aller chercher
des joueurs obscurs dans des divisions inférieures en Europe, c'est pas spécialement gage de succès. Et encore une fois, on a privilégié des joueurs, oui, qui peuvent être très bons, des joueurs un peu en Europe, dans des U23 d'une équipe portugaise, par exemple, comme Charles-Andreas Briem. J'ai rien contre le joueur, mais on a privilégié un joueur qui joue en U23 à Belenenses à des joueurs de CanPL. T'en penses quoi, toi, Daniel? Sans avoir vu jouer Charles-Andreas Briem, le match n'était pas diffusé, le premier match du Canada. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon d'agir, de vraiment autant ignorer la CanPL? Par exemple, le deuxième meilleur buteur de la CanPL, Terran Campbell, qui n'a pas été appelé? Moi, je trouve ça un peu décevant, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait une volonté de préparer les matchs U23 et ça donnait que c'était un bon timing pour l'appeler. Aussi, le fait que, tu sais, quand les joueurs sont en Europe, c'est bon de leur dire une fois de temps en temps qu'on pense à eux. Parce qu'on sait jamais, parce que le jour où il va éclore et qu'il y aura le choix entre différentes équipes nationales, ben là, il va avoir été déçu que le Canada l'a jamais contacté. Donc, Ouais, c'est possible. donc, il y a un peu de ça. C'était un peu plus dans cette optique-là, je crois, que même qu'on l'a fait jouer, là, quand le match était... en tout cas, je laisserai parler du match plus tard, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, j'étais déçu, je vais pas vous cacher. Qu'on ramène des joueurs que tu sais personne tu sais Briem, j'ai entendu parler de lui parce qu'il avait joué à l'Impact, il y a eu des articles au Québec sur lui, mais je suis bien content pour lui qu'il ait pu aller en Europe. D'ailleurs il est né en Europe, mais je veux dire au final c'est pas parce qu'il est en Europe comme tu as dit qu'il est nécessairement meilleur que des joueurs qui ont joué toute la saison en Canadian Premier League contre des adultes à quand même un niveau qui était pas pire et que ils sont vraiment motivés pour jouer avec l'équipe nationale. Je dis pas que Briem l'est pas là, mais c'est à Ouais, moi, voir. je le trouve très bon. La preuve, on va en parler lors du prochain match, puisqu'il a fait un très bon match face à la Barbade. Mais j'aimerais aussi avoir l'avis d'Alex Rupert par rapport à ça. J'ai parlé de Briem. Je voulais pas viser spécialement Charles-Andreas Briem, mais par exemple, on peut parler aussi de Bassang. Bassang joue au Cercle Bruges, enfin fait partie de l'effectif du Cercle Bruges. Il a fait aucun match encore avec le Cercle Bruges dans la division 1 belge. Donc, il est pas dans il a juste été 4 fois sur le banc sur les 21 matchs du Cercle Bruges. Donc, on s'entend que et c'est pas le Cercle Bruges, c'est pas, ils sont pas numéro premier en Belgique. Donc, bref, est-ce que tu trouves que prendre des joueurs comme ça en Europe, oui jeunes, oui qui peuvent éclore comme l'a dit Daniel, au détriment de joueurs qui sont titulaires en CanPL, c'est une bonne chose? Toi, tu penses que c'est une bonne chose, Alex? C'est sûr qu'en tant que fan de la CanPL, je suis plutôt en désaccord avec l'approche, Ouais. mais en même temps, je mets un bémol comme avocat du diable. Il y a aussi, c'est sûr, on peut regarder où est-ce qu'il joue comme Club Brugge, mais il est sur le banc, mais c'est des joueurs qu'on connaît pas vraiment, qu'on n'a pas Ouais. vraiment vu, puis leurs aptitudes, leurs aptitudes individuelles, on sait pas. C'est peut-être que techniquement ils sont très solides, mais c'est juste que percer Club Brugge, c'est très difficile. Même chose pour Briem, percer la première équipe, c'est difficile, mais peut-être que leurs aptitudes sont très fortes. Mais il faut pas oublier que Mauro Biello, il est dépisteur désigné de la CanPL, fait que je pense qu'il a une plutôt bonne idée de ce qu'il a. Une autre explication, ce serait, bon, ben, ils veulent regarder les autres joueurs, voir qu'est-ce qu'ils sont capables, de quoi qu'ils sont faits. Puis s'ils déçoivent pendant ce camp, mais ils peuvent se rabattre sur la CanPL sans problème. Je pense que des gars comme, on n'est vraiment pas fan de Godinho, mais de ce que j'avais entendu, c'est qu'il faisait pas trop mal en Allemagne, même si c'est troisième division, je crois. Mais Troisième division. je pense que c'est Troisième Oui, division. si je me trompe pas, Oui, je me oui, trompe pas, c'est troisième ça. division, C'est troisième. effectivement. Oui, pour moi, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible, sachant un peu ce qu'il a fait déjà lors de la Gold Cup. J'en ai assez parlé sur Culture Soccer par rapport à ce joueur-là. On l'a vu aussi durant le match, on va en parler un peu plus tard aussi, ce qu'il a fait Marcus Godinho. Je trouve que c'est pas normal qu'on fait passer une troisième division européenne, même si c'est en Allemagne, troisième division européenne devant, bien évidemment, la première division canadienne. Je trouve ça vraiment ridicule. C'est comme un Caden Chung, il a été excellent pour Pacifique en latéral droit.
j'aurais donné une chance à Chance. C'est ça, et tu en as parlé dans ton article, effectivement. Mais j'aimerais juste mentionner, tu as parlé un peu, tu as fait, je pense, une petite erreur en mentionnant le Club Bruges. C'est pas le Club Bruges pour Bassang, hein, c'est le Cercle Bruges. Il faut faire attention parce que ouais, c'est moi. Je vais vous dire pourquoi il faut faire attention, parce que le Club Bruges est premier de la Ligue belge, le Cercle Bruges est dernier de la Ligue belge. Donc, petite différence de niveau entre les deux. Bruges, c'est le club qui appartient à Monaco, qui a un gros partenariat avec l'AS Monaco, je crois, non? Je pense que ça, c'est le Club Bruges, si je me trompe. Non, c'est Cercle Bruges, là où ils prêtent leurs joueurs et tout. Oui, effectivement, oui, tu as complètement raison. Il appartient au même propriétaire, Dimitri Ribobovlev, le même propriétaire que Monaco, ce Cercle Bruges. Tu as complètement raison, Daniel, bien fait de le dire. Bref, on revient au Canada. On parle un peu de ces joueurs-là aussi à qui on a donné une seconde chance, parce que c'est bien, on a parlé du tournoi olympique et des jeunes, on a parlé un peu de CanPL. J'aimerais parler aussi de ces joueurs-là à qui on a donné une seconde chance en équipe nationale, des joueurs qui faisaient un peu partie de l'effectif senior, mais qui ont un peu disparu, bon, même si parfois ils ont toujours fait partie de l'effectif, mais un peu moins en vue. Je parle de Samuel Adekugbe, je parle de James Manjrekar, je parle encore de Marcus Godinho, je vais en parler juste après. Je parle aussi de joueurs comme Russell Tybert, même s'il a été appelé dernièrement, Tesho Akindele, des joueurs comme ça, Tosin Ricketts, l'éternel Tosin Ricketts. Bref, pour parler de ces joueurs-là, moi je suis content dans certaines situations, comme Tosin Ricketts, qui est quand même un joueur qui est revenu déjà en CanPL après une petite pige en Lituanie. Il est revenu en MLS. Avec les Whitecaps. Tesho Akindele qui fait du bien à Orlando. Manjrekar James qui était un peu notre titulaire de notre défense centrale avant de se blesser à un moment donné, qui joue quand même dans un très bon club au Danemark, FC Midtjylland. Bref, moi j'aime bien ça. Par contre, Marcus Godinho, je ne le comprends pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne le comprends pas. Parce que non seulement il a fait ses erreurs en Gold Cup, non seulement il est pas vraiment apprécié par la majorité des suiveurs et des observateurs de l'équipe nationale canadienne. Mais en plus, durant le match contre la Barbade, le Canada s'est imposé 4-1. Le seul but encaissé, c'est sur un penalty et c'est une faute de qui? C'est Marcus Godinho. Donc, bref, moi, très sérieusement, j'ai pas vu le match parce qu'il n'était pas retransmis, mais je trouve ça vraiment ridicule de faire confiance encore à ce joueur-là qui joue en 3e division allemande. Je vous laisse parler un peu de ces 4 revenants dans l'équipe nationale. Commençons par Daniel cette fois-ci. Eh bien, comme tu l'as dit, des fois, c'est bon de voir un peu les joueurs leur donner une seconde ou une énième chance. Pour Ricketts, c'est sûr que là, on connaît sa valeur. Il y a une époque où il a été un des seuls buteurs d'équipe. Mais en même temps, on se demande des fois, est-ce qu'il faut pas tourner la page, là? C'est ça, des fois, pour Godinho, la page est tournée depuis longtemps. Pour Godinho, c'est qu'il est jeune. Et j'ose espérer qu'il y ait quelqu'un qui suit ses performances en Europe ou ses non-performances. J'ose espérer que si on l'a appelé, c'était peut-être pour voir, peut-être qu'on a vu qu'il avait fait des performances intéressantes et qu'il était en mesure d'être utile pour l'équipe nationale ou pas. Donc, il est jeune quand même. Il n'y a pas beaucoup de sélections avec l'équipe nationale. Puis, ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire, en tout cas, ça veut dire qu'il va être titulaire tous les matchs, mais visiblement, on a des problèmes sur les ailes pour que ce genre de joueur soit sélectionné. Bref, et toi, Alex, t'en penses quoi? Si je regarde, pour revenir à Manjrekar James, il y avait quand même eu une petite situation avec lui où est-ce que le club voulait pas vraiment le faire jouer, puis il voulait pas vraiment le rappeler. Puis je pense que maintenant, récemment, le club lui a dit qu'il pouvait essayer de se trouver un autre club. Il a presque pas beaucoup joué. Fait que c'est pour ça que quand je l'ai vu rappeler, j'ai été un petit peu surpris. Je m'étais dit, mais tu sais, si tu compares avec Zator a joué énormément. Il était là quand ils ont éliminé les Whitecaps, mais James n'a pas joué beaucoup pour son club, en plus d'être blessé, comme tu l'avais mentionné. Pour ce qui est de Adekugbe, je pense que lui, il n'a pas vraiment eu une vraie chance. C'est vrai. A fair chance. C'est vrai. Puis ça m'avait vraiment fâché quand Herdman, après notre défaite
en Gold Cup quand il disait que... Non, pas en Gold Cup, contre les Américains, quand il disait « Oh, ben, Alphonso Davis, c'est le meilleur left-back du Canada, puis à des coups de B, il joue pas beaucoup. » Ben, il se trompe parce qu'à des coups de B, c'est un partant régulier à un très bon niveau en Norvège. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne occasion de voir de quoi qui est fait. Si tu veux voir que s'il y a des coups de B capable de jouer du foot plutôt conservateur comme latéral gauche, parce qu'il a tendance à être capable de se porter plus à l'avance, puis c'est le temps de le tester, pas mal. Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout, j'aimerais le préciser, il joue à Vålerenga. Donc, Vålerenga qui est une très, très bonne équipe du championnat norvégien. Première division, il est très souvent titulaire. Je tiens complètement raison sur ce point de vue-là. J'aimerais juste mentionner pour Mandrekar James, il est quand même au Danemark, dans un des meilleurs clubs du Danemark. Il n'a pas vraiment beaucoup joué, sauf que on est loin d'être un joueur comme que j'ai mentionné avant, les deux petits jeunes, Brim et le deuxième jeune, maintenant son nom m'échappe, Bassang. C'est des joueurs qui font même pas le banc de l'équipe première, tandis que Mandrekar James, il est tout le temps sur le banc. Il a 2 titularisations aussi, où le club de Midtjylland a gagné un match et a fait un match nul. Donc, on s'entend qu'on est loin du joueur qui fait juste le banc 4 fois durant la saison sur 25 matchs. Mandrekar James est tout le temps, très souvent, en tout cas, sur le banc. Donc, s'il n'est pas titulaire. Donc, c'est quand même une petite différence entre les deux. J'aimerais juste le mentionner, mais je laisse continuer, Alex. Je suis désolé. Ouais, puis James, c'est un joueur rapide et physique. Ouais. C'est juste sa forme. Puis peut-être qu'ils l'ont rappelé parce qu'ils voulaient voir sa forme. T'sais, il se remet d'une blessure, joue pas si souvent que ça. Fait que c'est le temps de voir qu'est-ce qu'il a, puis s'il est en forme, s'il a gardé ses aptitudes ou ses bonnes aptitudes, ou s'il y a des choses à corriger. C'est une bonne occasion. On parlait de Marcus Godinho. Wow, Godinho. Ouais. Mais il est jeune. Ouais. Ça va toujours être à son avantage. Puis il faut pas aussi oublier que dans la première demi contre Haïti en Gold Cup, il avait quand même impressionné parce que quand j'avais vu qu'il jouait à droite contre Haïti, j'ai fait oh my God, non. Mais c'est quand c'était le temps de plutôt jouer plus défensivement que ça s'est complètement écroulé en deuxième demi. Mais il y a des bonnes aptitudes comme se porter à l'avant, à l'attaque, dribbler avec le ballon, ou ses aptitudes techniques, il les a. Mais c'est plus la prise de décision qui est pas là du tout. Puis quand c'est le temps pour lui de se replier, c'est le temps pour lui de jouer un foot plus conservateur, plus défensif, c'est là que je pense que ça marche pas du tout. Donc, peut-être qu'il voulait voir son évolution, est-ce qu'il a corrigé des petites affaires, puis, ouais. Il a causé un autre penalty, fait que c'est pas très bon dans son cas. Après, on parlait de Russell Tybert. Ouais, ça c'est aussi, je pense, c'est pour moi une époque révolue. Comme disait Daniel, en tout cas, je suis pas très convaincu de ce choix-là. Même si Akindele fait quand même a fait une bonne saison avec Orlando en 2019, mais aussi pour moi c'est une époque révolue, mais ça peut être un joueur de rotation intéressant, Akindele. Tybert, je suis un peu moins convaincu. Ouais, moi aussi, c'est pas un joueur flamboyant, il fait pas mal, mais c'est de ce que je l'avais vu en personne quand la dernière fois que l'équipe nationale était venue à Toronto, pas cette année contre les États-Unis, mais l'année dernière. Comment dire, je veux pas dire qu'il n'y ait pas de niveau, mais on a vraiment des meilleures options que lui. Je pense que MLS, Vancouver, ça c'est son niveau, and that's it. Même pas titulaire à Vancouver, juste pour vous mettre au courant. Là. Et puis, de plus, il y en a aussi un revenant dont on a un peu parlé, Jay Chapman, qui n'a pas beaucoup de sélections, juste 2 sélections avec le Canada. Je trouve ça intéressant parce que Jay Chapman, maintenant, il va faire partie de l'Inter Miami. C'est un joueur je comprends pourquoi Herdman a décidé de le choisir, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été là. Et c'est peut-être intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus, tout comme par exemple, un joueur comme Ashton Morgan, qui est de Toronto. Bref, il y a plein de joueurs qui sont de retour. Puis il y a les cadres. Les cadres, on va en parler très rapidement parce qu'on commence à être un peu long sur ce côté-là. Les cadres qui font partie de l'équipe A tout le temps. On parle de Maxime Crépeau, on parle de Samuel Piette, de Jonathan Osorio, on parle de Derek Cornelius qui est là, par exemple. C'est quand même intéressant de voir ces cadres-là être là, et je pense que
et Liam Fraser, bien évidemment. C'est intéressant de voir ces cadres-là qui vont un peu diriger un peu la colonne vertébrale de cette équipe, n'est-ce pas, Daniel? Bien sûr, c'est toujours important d'en avoir. D'ailleurs, il y a aussi Cavallini qui avait été appelé mais qui n'a pas pu venir. Je sais pas si c'est les Whitecaps qui l'ont pas libéré ou qu'il y avait des trucs à régler avec peut-être son déménagement. Il y a Mark Anthony Kay aussi qui n'a pas pu venir. Anthony Jackson-Hamel, on en avait parlé tout à l'heure. Balou Tabla aussi. Donc moi, je trouve qu'il y avait quand même une bonne colonne vertébrale. Il y avait quelques cadres, des habitués de l'équipe nationale, des revenants puis des jeunes. Je trouve que, notamment, c'était bien d'avoir Piet et Shamit qui étaient là avec ses coéquipiers Shamit Chaume et James Pantemis. C'était intéressant qu'ils puissent les accompagner pour ce match-là. Exactement. Et puis, j'aimerais mentionner un premier match qui s'est joué le 7 janvier, donc il y a 2 jours. Victoire du Canada 4-1, je l'ai déjà mentionné. Début de St. Ricketts, de Tesho Akindele, Jonathan Rosario et Theo Bair pour son premier match pour l'équipe nationale canadienne qui marque le 4e but. C'est quand même assez intéressant de voir ce jeune-là marquer son premier but. Je pense que ça va être un joueur intéressant pour ce tournoi qualificatif olympique de la CONCACAF, selon moi. Un premier match qui est assez intéressant. Alex a déjà mentionné que le prochain match qui va se jouer demain, le 10 janvier, tu penses effectivement qu'il y aura que le Canada va faire tourner et que les meilleurs joueurs seront plus disponibles et utilisés pour le match contre l'Islande. Il faut aussi préciser que ces matchs-là comptent dans le classement FIFA. Donc, en ayant gagné le match contre la Barbade, le premier match, ils ont gagné 1,5 point sur le Salvador. Le deuxième match, si jamais ils le gagnent, ils gagnent un autre 1,5 point. Puis s'ils gagnent contre l'Islande, c'est 3 points de gagné de plus. Donc finalement, le Canada se retrouvera à 10 points de Salvador. On sait que le Salvador ne joue pas de match durant cette période-là. Donc bref, intéressant, n'est-ce pas, Alex? C'est important pour le Canada de ramasser 3 victoires sur ces 3 matchs-là, hein? Exactement. Puis justement, avec maintenant tu sais à qui tu as affaire en la Barbade, c'est une occasion parfaite de faire une petite rotation de ton effectif. Comme ça te donne aussi une chance d'évaluer les joueurs que tu as joués pendant les 2 matchs. Comme ça, tu peux sélectionner les meilleurs éléments contre l'Islande. Parce que l'Islande, de ce que je comprends, c'est pas les meilleurs joueurs qu'on voit tout le temps comme sur l'équipe qui a participé à l'Euro. Je pense que c'est plus des joueurs qui vont être dans leur ligue à eux. Donc, je veux pas dire que l'Islande, ça va être facile. Je les vois quand même favoris. Il y a quand même une culture, puis ils ont quand même fait des belles choses, mais c'est un match qui est quand même prenable. Puis c'est bon d'utiliser les 2 matchs contre la Barbade pour pas mal décider qui est en forme, sur qui on peut compter pour essayer d'aller arracher ces points-là à l'Islande. Effectivement. Et toi, Daniel, tu penses quoi de ça? Bien, moi, je pense aussi que ça va être le moment de faire tourner un peu, puisqu'on a vu que la Barbade, c'est pas une foudre de guerre. Là, comme on a vu Crépeau le premier match, moi, je pense que Pantemis ou Carducci? Je pense que ça va être une mi-temps. Je pense qu'il va faire une mi-temps chacun. Ah, ce serait intéressant. Dans les matchs amicaux, c'est une pratique qui se fait. Là, je sais pas pour toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai. Je pense qu'ils peuvent faire plus que 3 changements. Oui, c'est des matchs amicaux, donc je pense que c'est 7. Non, c'est pas illimité, mais il y a une limite parce que je me rappelle que ça dépend en fait de ce que les 2 équipes décident, parce que dans les matchs internationaux, dépendamment des 2 entraîneurs, des 2 sélectionneurs, ils peuvent décider qu'il y ait des matchs, que ce soit illimité. Donc, il n'y a rien de coulé dans du béton. Je sais qu'une fois, il y avait eu le match Afrique du Sud-Espagne et oui. L'Espagne avait changé de gardien à la mi-temps. Oui. Et là, comme avant la fin du match, le deuxième gardien espagnol s'est blessé. Ils ont fait rentrer le premier. Non, ils ont fait rentrer le troisième et là, la FIFA avait pensé à annuler le match. Comme pas annuler le match, mais ne pas le compter dans le classement. Et oui, en passant, je dois juste rappeler que le premier match contre la Barbade, il y a eu 5 joueurs qui ont fait leur début en équipe nationale, qui sont Jaden Nelson, Noble Okello, Theo Bair, Charles-Andreas Brim et Shamit Chaume. Donc là, on espère que ce sera l'occasion pour 3 joueurs de la Canadian Premier League de faire leur début. Moi, j'aimerais bien que Carducci puisse au moins faire une mi-temps. Pantemis, j'aimerais ça aussi le voir. Parce que j'ai de la difficulté à croire que Carducci ou Pantemis va commencer contre l'Islande. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses que Herdman voit à l'entraînement que nous, on ne voit pas.
Moi, il y avait les faire commencer les deux, je crois que ça aurait été comme chacun un match contre la Barbade. Ça n'a pas été le cas. Je pense que Didic peut être titulaire. Même Borge peut être titulaire contre la Barbade. Le reste, ça va, comme a dit Alex, je pense qu'il va essayer de faire tourner un peu. Mais en même temps, je pense qu'il va se garder peut-être quelques cartouches au cas où ça se passe pas aussi bien que prévu, pour faire rentrer pendant le match pour reprendre l'avantage si nécessaire. Là. Mais moi, je trouve que c'est bien des matchs comme ça où on peut faire tourner, voir un peu des joueurs. C'est sûr, c'est sûr. J'aimerais juste mentionner, en fait, juste pour préciser, tu avais raison. En fait, pour les matchs de club, il y a un montant illimité de changements pour les matchs amicaux. Par contre, pour les matchs d'équipe nationale, c'est juste 6 changements par match international. Donc, tu avais raison, il y a une limite. C'est 6 changements possibles. C'était des critiques par rapport... ça a changé en 2004 parce qu'il y a eu des critiques par rapport à des sélectionneurs qui choisissaient des joueurs qui voulaient complètement lier avec leur équipe nationale. Ils les choisissaient, ils les faisaient jouer 1 minute juste pour qu'ils puissent plus jouer sur les couleurs d'un autre pays. Donc bref, ça a changé depuis. Tu as raison, donc 6 remplacements possibles. Ouais, donc alors le match Islande-Salvador aura le nombre de changements illimité puisqu'il ne compte plus comme un match FIFA. Sans commentaire. Non, on verra par rapport à ça. Donc toi, Alex, on a déjà parlé de tout ça. Ce sera 3 matchs extrêmement importants de ce point de vue-là. Je pense que ça va clore un peu notre chapitre sur l'équipe nationale canadienne. Je sais pas, un dernier mot à ajouter, par exemple, Alex? Faut vraiment espérer. On a beaucoup de rattrapage à faire. On risque, je pense c'est 5 points ou 6 points qui est en jeu. Mais c'est pas facile parce que... 6 points en tout. 6 points en tout. 1,5 point et 3 points. Moi, je vote pour que Équipe Canada lance un défi public au Salvador parce qu'eux, ils veulent vraiment pas jouer à moins qu'ils aient vraiment pas le choix. Donc, ça reste à voir. C'est à suivre. C'est pas impossible, mais c'est faisable. Exactement, on verra. Toi, Daniel, quelque chose à ajouter sur l'équipe nationale, rapidement? Non, là, juste à vous rappeler que vous pourrez suivre le match en direct sur canadasoccer.com. Ils vont diffuser le match, je pense, en streaming. On ne connaît pas les heures encore. Donc, ouais, ça, c'est le gros problème. C'est très bizarre. Ouais, effectivement. Donc, on ne sait pas quand ça va se jouer encore, mais suivez le compte sur Twitter ou sur Facebook ou là où vous voulez de Canada Soccer, ou bien allez sur le site web canadasoccer.com. Puis ça devrait être mentionné quelque part demain durant la journée. Ça va être très bizarre de ce point de vue-là. On va clore ce chapitre sur l'équipe nationale canadienne. J'aimerais juste mentionner une chose. Christine Sinclair a été annoncée comme la joueuse et joueur entre les deux ensemble de la décennie pour le Canada. Amplement mérité. J'aimerais juste le mentionner parce qu'on n'en a pas parlé sur CS à l'érable. Et je pense que c'est quand même... oui, on en a parlé au dernier podcast. Une distinction quand même assez intéressante. Peut-être qu'on en a parlé. Je ne m'en rappelle plus, pour être très, très franchement. Ça fait longtemps. Je pense que c'est pour ça. Et on passe au prochain sujet. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps de votre temps parce que moi, je trouve que c'est quand même très intéressant de voir la CanPL être disponible sur un jeu mondialement connu qui s'appelle Football Manager. Pour ceux qui ne connaissent pas Football Manager, ça peut se jouer aussi en français. Ça s'appelle l'entraîneur. Vous pouvez jouer ça en français si vous préférez. Moi, je préfère jouer à la version originale en anglais. Et la Canadian Premier League sera disponible. C'est quelque chose qu'il faut downloader. Vous pouvez suivre la CanPL qui vous explique comment downloader ça. Moi, je l'ai fait. Je vais être très honnête. Par exemple, je vais mentionner quelques petites choses par rapport à ça. Je vais être très honnête. J'ai pas pu jouer encore au jeu. J'ai hâte de jouer parce que moi, je suis un gros fan de ce jeu-là. De ma première version que j'ai achetée de Football Manager, c'était en 94-95. Puis depuis, j'ai acheté chaque version à chaque année. Donc ça fait assez longtemps, comme vous voyez, donc au-dessus de 20 ans que je joue ce jeu-là. Religieusement, c'est un jeu, je suis pas un gros gamer, c'est à part ce jeu-là que j'adore. Et puis, je suis très, très, très content de voir la CanPL avoir cette visibilité-là sur ce jeu. Je sais que, Daniel, toi, tu m'en parlais aussi, tu es intéressé à jouer ce jeu-là maintenant que la CanPL est disponible, n'est-ce pas? Ouais, ben en fait, je m'étais promis que j'allais arrêter de jouer à ça il y a quelques années, puisque ça a limité beaucoup mon temps disponible pour d'autres loisirs. Et quand j'ai vu que que la Canadian Premier League allait être dedans, ben j'ai décidé que je vais l'acheter. Là, ça va être dans les prochains jours probablement prochains jours plus que prochaines semaines.
Ah oui, pour nos auditeurs, si vous voulez l'acheter, pour aller sur le site de la Canadian Premier League, vous diront comment faire, mais juste acheter la version PC. Parce que la version tablette, il y aura l'update, la mise à jour ne sera pas effective. Effectivement, c'est très important sur PC pour ceux qui veulent savoir comment le télécharger. Pour ceux qui sont pas très gamers et qui connaissent pas la plateforme Steam, c'est compliqué là-dessus. C'est vraiment très simple. Il faut aller sur Steam puis choisir ça. Pas besoin de CD ou quoi que ce soit. On n'est plus dans les années 90. Donc, c'est vraiment à downloader là-bas. Le prix est aux alentours de 60$ canadiens, si je me trompe pas. Je connais pas le prix par cœur. Oui, 59,99 canadiens. Donc, c'est quand même assez intéressant à le faire. Je vous le conseille très fortement. Alex, c'est un jeu que tu vas acheter, toi, ou toi, t'es pas trop jeu? Disons que je vais faire preuve de beaucoup de patience et attendre que la Canadian Premier League soit sur FIFA. C'est quand même un jeu qui est développé au Canada, puis je sais que la Ligue a déjà parlé à l'équipe EA, je pense qu'ils sont à Vancouver, ceux qui travaillent sur ce jeu-là. Ouais. Je vais être patient pour ça, mais j'ai vraiment confiance que ça va arriver quand il y aura plus d'expansion, plus de joueurs. Je pense que ça va se faire. Là, je vais sauter là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse. On a quand même des ligues assez obscures qui sont là sur FIFA. Donc, je pense que ça va se faire dans les années prochaines, 1 an ou 2. Voilà, je pense pas qu'il y a grand-chose à dire. Je vous tiendrai au courant. Daniel et moi, on vous tiendra au courant dans le futur, dans les prochains épisodes de C'est Accélérable par rapport à notre jeu de Football Manager. Peut-être qu'on joue l'un contre l'autre, mais c'est quand même assez drôle. On va vous en parler si jamais on joue l'un contre l'autre ou quoi que ce soit. De ce qu'on est capable de faire avec la CanPL et la Ligue de la CanPL sur Football Manager 2020. Je pense que ça va clôturer notre épisode de CS à l'érable pour cette semaine. En premier, Alex, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour un nouvel épisode. C'est ton deuxième épisode avec CS à l'érable. On va te voir de plus en plus souvent. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir et merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On a adoré tes interventions comme de la première fois. Donc, on a hâte de te revoir ici. Puis, Daniel, merci encore d'être là et de me supporter encore de semaine en semaine, malgré cette petite pause. C'est toujours un plaisir. Je suis content d'avoir enfin pu faire un podcast avec Alex. Ça faisait longtemps. On s'est même rencontrés pour nos auditeurs. Ça vous intéresse de le savoir. On s'est rencontrés pour la première et la seule fois pour l'instant au match d'ouverture de la Canadian Premier League à Hamilton. Et après s'être parlé longtemps sur Twitter, sur le forum des voyageurs à l'époque. Et donc, c'est un plaisir toujours de discuter soccer canadien avec toi. Et Hedy, c'est toujours un plaisir d'animer le podcast. Et pour nos auditeurs, juste vous rappeler que même si la Canadian Premier League commence dans longtemps, nous, on vous tient toujours au courant des derniers potins et tout sur nos comptes Twitter. Donc, je vous invite à nous suivre pour si c'est pas déjà fait et de partager. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent dans les prochaines semaines. Exactement. Donc, moi, mon commercial, c'est @soccer en folie. Toi, Daniel? Moi, c'est @soccer canadien. Et toi, Alex, aussi, qu'on peut suivre sur Twitter? @AlexRupert. Parfait. Donc, suivez-nous sur Twitter. Vous avez plus le choix maintenant que vous nous écoutez de nous suivre. En tout cas, je blague. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous les auditeurs de nous écouter. On sera là même durant toute la saison morte. On va faire un épisode à chaque semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la CanPL. On a un peu évité le sujet CanPL, mais il y a plein de choses qui sont arrivées, dont des transferts, dont des gens qui ont quitté. Il y a plein de choses. On reviendra là-dessus dans les prochains épisodes, bien évidemment. Merci encore d'être fidèles. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Au revoir.